Good morning, everybody. Thank you for joining Bonjour à today. tous, merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui pour ce webinaire co-organisé par UNICEF et l'OMS et à la veille du sommet de Tokyo pour la nutrition, pour la croissance. Je me présente, Joe Jewell, aux côtés de Catherine Engelhardt de l'OMS. Nous avons rassemblé une séance aujourd'hui qui se concentre sur les exemples pays qui appliquent des mesures fiscales au profit de régimes plus sains. Je vais commencer par quelques questions administratives. Premièrement, en ce qui concerne l'interprétation, nous offrons l'espagnol, le français, le russe et l'arabe pour cette séance. Ainsi, vous pouvez cliquer sur votre écran interprétation sur le globe et choisir la langue qui vous convient. Deuxièmement, en ce qui concerne l'enregistrement, cette séance est enregistrée. Elle sera partagée sur le site de la santé pour la santé. Donc, nous allons commencer notre séance. Le webinaire est le 6e de cette série, organisée par deux organisations qui se penchent sur les priorités clés pour que les pays puissent prendre et planifier une meilleure nutrition, améliorer l'environnement alimentaire, promouvoir des régimes sains et sans problème. Nous allons recommander également des taxes sur les boissons édulcorées, la mise en œuvre de subventions pour améliorer la consommation de fruits et de légumes. L'objectif donc est de présenter des mesures fiscales. Nous essayons de nous pencher sur des mesures ambitieuses et de présenter les extraordinaires travaux et initiatives menés par les pays pour améliorer ces mesures fiscales et promouvoir les régimes pour la santé. Nous allons retirer des enseignements de leur expérience. Nous avons beaucoup de chance de recevoir un grand nombre d'extraordinaires contributeurs du monde entier aujourd'hui et de pouvoir partager leur expérience riche et diverse. Sans plus attendre, j'aimerais présenter maintenant le docteur Nina Prasad, directeur au programme alimentaire et du programme de reproduction et programme maternel à Bloomberg Philanthropies. Nina, c'est à vous. Merci Joe, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Comme l'a dit Joe, je suis au programme de Bloomberg Philanthropy qui se penche sur les politiques adoptées pour améliorer l'environnement alimentaire. Cela comprend des politiques telles que la réduction de l'exposition des enfants au marketing alimentaire, les étiquetages et aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cette séance, c'est les mesures fiscales. Ces travaux ont été extraordinaires avec une accélération des taxes sur les boissons édulcorées. Aujourd'hui, nous allons pouvoir entendre des intervenants du monde entier qui ont été à l'avant-garde de la mise au point de politiques de développement dans ce domaine. Avant de commencer, j'aimerais indiquer qu'il y aura une séance consacrée aux questions-réponses. Après la discussion du panel, nous vous encourageons de poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et n'oubliez pas d'indiquer votre nom, votre organisation à qui vous adressez votre question. Alors, n'oubliez pas de faire monter la question dans le classement parmi les questions préférées que vous verrez. Nous essaierons de passer autant de temps que possible à y répondre. Nous allons commencer par entendre le professeur Franco Sassi de l'Imperial College de Londres, qui se penche sur les innovations en politique au Centre pour l'économie de la santé. Il a partagé ses réflexions sur la politique économique alimentaire. Franco, c'est à vous. Merci. Nina, je me réjouis de pouvoir vous présenter le résumé des données en ce qui concerne les impôts, les taxes sur les boissons édulcorées. Alors, tout d'abord, c'est là où on applique les taxes le plus. Je vais faire une distinction entre ces boissons et les autres types de taxes, à savoir taxes sucre,
sur l'industrie des boissons sucrées. Il y a une distinction qui devra être surmontée à l'avenir. Donc, ces taxes sur les boissons édulcorées sont très populaires. Elles ont été adoptées dans un grand nombre de pays aujourd'hui et toutefois, il y a un certain nombre d'évaluations qui montrent qu'il y a peu de données qui démontrent que ces taxes réduisent la consommation de ces boissons édulcorées. Ces taxes sont très simples et très faciles à mettre en place, notamment la taxe d'excise, qui sont appliquées donc à un ensemble de boissons. Dans le cadre des boissons édulcorées au Royaume-Uni et les taxes au Portugal ou en Afrique du Sud, il y a des régimes plus sophistiqués, plus compliqués et qui dépendent de la teneur en sucre de ces boissons. Il semblerait que ces taxes, effectivement, offrent plus d'incitation à reformuler les boissons lorsqu'elles sont plus sophistiquées. Et nous sommes en plein cœur d'un processus d'orientation très complexe pour mettre au point des taxes sur les boissons édulcorées et ce processus n'est pas encore achevé, donc je ne vais pas me pencher sur ces données qui ne sont pas complètes, mais je voudrais me pencher sur ces examens publiés en 2019. Ce ne sont pas les mêmes données que celles qui sont collectées à l'OMS, mais elles vont dans la même direction. Donc, je crois qu'il serait bon de se pencher sur ces données et regarder quelle est l'efficacité de ces taxes. Et si vous regardez en bas de ce graphique, vous voyez que les conclusions sont comme suit. Les consommateurs répondent à ces taxes dans une proportion de 1 à 1. Donc, pour une augmentation de 10% de ces prix par le biais d'une taxe, eh bien, les consommateurs réduisent de 10% leur consommation de boissons sucrées. Donc, c'est un résultat très encourageant et ce sont des résultats qui permettent de nous pencher sur les taxes qui ont été imposées dans le monde. Ce que l'on ne sait pas pour l'instant, c'est de savoir si ces taxes font vraiment une différence en termes de consommation dans le régime global des populations. Car nous n'avons pas pu observer les changements de régime après la mise au point de ces impôts. Partiellement parce que les études que nous avons pour l'heure n'ont pas été suffisamment robustes ou conçues de façon à nous donner une réponse à cette question. Donc, nous n'avons pas été en mesure de dire si vraiment le régime alimentaire global s'était amélioré par le biais de ces taxes, mais nous avons remarqué effectivement que si cette diminution de consommation de boissons édulcorées se poursuit, les régimes alors s'amélioreront. Permettez-moi maintenant de passer aux taxes sur les aliments qui sont riches en matières grasses, sucre et sel. Je vais passer en revue ces diapositives très rapidement car j'ai très peu de temps. Donc, cela vous montrera ce que nous démontrent les données actuelles. Alors, on parle moins de ces taxes et elles sont moins étudiées et évaluées. Et un certain nombre de pays en petit nombre se sont attaqués à ces taxes sur les aliments riches en matières grasses, sucre et sel. Parmi les grands pays, je dirais que 3 sont tous en Europe du Nord, Norvège, Danemark, ont éliminé ces taxes récemment pour des raisons différentes.
Il y a deux grands pays qui utilisent toujours ces taxes. Il s'agit du Mexique et la Hongrie, où ces taxes connaissent une réussite relative. Et il y a des données illimitées sur les répercussions de ces taxes. Les évaluations ne sont pas très robustes. On a de meilleures données sur les subventions qui portent sur les fruits et les légumes. La question qui se pose, c'est les répercussions sur la consommation des aliments qui sont subventionnés ou taxés. Quand on se penche sur la statisticité des prix par le biais de modélisation, on a peu de données avérées qui montrent qu'il y a un impact sur la consommation par le biais de ces taxes. C'est plausible, mais encore une fois, l'impact sur le régime global est incertain. Tout comme pour les boissons, il est probable que les consommateurs choisissent des produits de substitution et nous ne savons pas encore quels sont ces produits de substitution. Et nous ne savons pas quel effet cela aura sur le régime dans son ensemble, sur le régime global. Un certain nombre de conclusions peuvent être retirées ici. Je vais essayer de les synthétiser sur cette dernière diapositive. Il ne fait aucun doute que les taxes qui ont été présentées pour l'heure ont été révolutionnaires. C'est la première fois que ces taxes introduisent un principe selon lequel la santé peut être un catalyseur de notre politique fiscale. Ce n'était pas le cas pour le tabac et l'alcool, car ils ont des justifications très fortes dans un sens économique traditionnel avec un certain nombre d'externalités et des caractéristiques de ces produits qui sont taxés. Mais avec les taxes sur les produits et les boissons sucrées, c'est la première fois qu'on envisage des taxes sur l'axe de la santé. Donc, c'est une pression énorme mise sur les intérêts privés et sur les lobbies. Et comme je l'ai dit, cela joue un rôle révolutionnaire dans ce domaine. Toutefois, il faut faire le bilan des données qui ont été produites jusqu'à présent. Effectivement, il y a eu des réussites, mais aussi des limites des systèmes de taxes utilisés. Il ne fait aucun doute que ces taxes introduites sont petites actuellement et elles sont peu susceptibles d'avoir un grand impact sur le régime des consommateurs, comme je l'ai dit précédemment. Le risque de substitution est élevé. Quand la taxe est élevée, on ne sait pas ce que les consommateurs choisiront comme substitution. Ces chiffres montrent donc que l'on a vraiment besoin d'un système d'incitatif fiscal global. On ne peut pas se concentrer sur un petit ensemble de produits et permettre à des produits de substitution de s'installer. Donc, il faut vraiment offrir des incitatifs pour que les gens passent de boissons et d'aliments qui sont pauvres en nutriments à des aliments qui sont meilleurs dans ce profil nutritif. Donc, des incitatifs fiscaux qui s'appliquent à toute la chaîne d'approvisionnement. Les aliments sont déjà taxés dans le monde. Voici un graphique fait au Royaume-Uni qui vous montre la différence entre les boissons édulcorées et la taxe sur l'industrie des boissons édulcorées et la TVA, qui est une taxe de consommation générale à l'endroit de l'alimentation. Il y a une disproportion entre les deux, entre ce qui est payé dans le domaine de l'alimentation par rapport à ce qui est payé
dans le domaine des boissons édulcorées. Donc, il y a déjà des taxes. Il faut les refaçonner et les mettre en harmonie avec les produits consommés par la population. Ce serait une étape supplémentaire dans cette révolution dont j'ai parlé. Et cela permettrait de faire une grande différence dans les régimes alimentaires du consommateur de l'avenir. Merci. Merci infiniment, Franco, pour cette présentation très utile et succincte. Ce n'est pas chose aisée de récapituler toutes ces données en quelques minutes et vous avez fait un excellent travail pour introduire le sujet et jeter les bases de la discussion qui va venir. J'apprécie notamment les dernières informations, notamment la révolution dont vous avez parlé. Il reste beaucoup à faire cependant. Voilà autant d'idées que nous allons reprendre dans un instant. J'aimerais maintenant passer à la partie principale de notre séance. Nous allons entendre un groupe d'experts du monde entier qui vont parler de mesures fiscales dans leur pays pour améliorer les régimes alimentaires. Nous avons préparé une discussion de panel plutôt qu'une série de présentations. Donc, sans plus attendre, j'aimerais inviter nos intervenants qui vont allumer leur vidéo et nous accueillir sur cette scène virtuelle. Bien, je crois que tout le monde est là. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, je vais commencer par une présentation brève de chaque intervenant, puis nous passerons à la discussion parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir et je suis très heureuse d'avoir une vue d'ensemble des politiques fiscales mondiales. Alors, du Koweït, nous avons accueilli aujourd'hui Nawal Alaman, sous-secrétaire adjoint, directeur général adjoint de l'autorité publique de l'alimentation et de la nutrition. Du Mexique, nous recevons Arantxa Colchero, professeur associé à l'Institut national de la santé publique au Mexique. Du Portugal, nous recevons le Dr Maria João Gregorio, directrice du programme national de la promotion de l'alimentation saine du directorat général de la santé. D'Afrique du Sud, nous recevons Paul Legoté, directeur de la TVA, des droits d'excise et des taxes sous-nationales au Trésor national d'Afrique du Sud. Et pour terminer, ce n'est pas des moindres, d'Arabie Saoudite, Dr Faisal Fahad bin Sunaid, qui est le directeur de l'autorité alimentaire au département des aliments sains. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Cela promet d'être un échange très intéressant. J'aimerais maintenant demander à chacun d'entre vous, en 1 minute, si vous le pouvez, de bien vouloir nous dire quelles sont les politiques mises en place par votre pays, notamment ce que cela couvre et comment cela est structuré. Cela permettra de faire en sorte que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, mais aussi cela permettra de voir que les pays abordent la question très différemment. Et bien sûr, il y a des données qui montrent que les taxes fonctionnent. Toutefois, nous en sommes à une étape précoce, donc il y a différentes opportunités d'essayer différentes choses. Et donc, dans cette discussion, nous aimerions montrer que l'on peut structurer la taxe pour arriver à ces objectifs, réduire la consommation ou promouvoir la reformulation. Donc, nous aimerions savoir comment votre pays aborde la question. Arantxa, nous allons commencer par vous, car je crois que la taxe a été appliquée au Mexique depuis le plus longtemps. Donc, je vais vous demander de bien vouloir lancer le débat. Merci infiniment, Nina. Oui, effectivement, en 2014, au Mexique,
un droit d'assise a été 1 peso, c'est-à-dire une augmentation de 10% dans le prix à toutes les boissons non alcooliques, et cela exclut les jus, puisqu'on a de très bons jus, et cette taxe est élevée parce que c'est étudié par volume métrique sur les boissons grandes, et cela est moins coûteux comme boisson au Mexique, relativement parlant. Cette taxe est payée par les producteurs et depuis 2019, nous avons mis en place un ajustement très rapidement. Nous avons aussi 8% de taxes sur toutes les boissons non essentielles, aux côtés des taxes sur les boissons édulcorées. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à Maria João, Portugal. Merci Nina, je remercie l'OMS et l'UNICEF de m'avoir invité à ce webinaire et de me donner l'occasion de partager l'expérience du Portugal. Depuis 2017, au Portugal, nous avons une taxe sur les boissons sucrées qui couvre à la fois le sucre et les édulcorants dans ces boissons et exclut, à l'instar du Mexique, les jus de fruits. C'est une taxe conçue pour que pendant la première année, la mesure soit divisée en 2 tranches. Premièrement, la tranche où pour les boissons qui possèdent moins de 8 grammes par litre et l'autre tranche pour plus de 8 grammes de sucre dans ces boissons. Après 1 an de mise en œuvre de cette taxe a été reconçue de façon plus sophistiquée et complexe, avec une tranche supplémentaire, 2 tranches supplémentaires qui ont été créées pour promouvoir la reformulation de ces produits. Aujourd'hui, il y a donc plusieurs tranches. Premièrement, pour les boissons qui contiennent moins de 2,5 grammes. Deuxièmement, pour les boissons qui possèdent entre 2,5 et 5 grammes. Troisièmement, un contenu de 5 à 8 grammes. Et enfin, la tranche la plus élevée pour les boissons qui contiennent plus de 8 grammes de sucre. Je vous remercie. Merci. Donc, il s'agit de démarches très différentes entre ces 2 pays. Je vais maintenant donner la parole à l'Arabie saoudite. Je passe par ordre chronologique d'application de ces taxes. Donc, l'Arabie saoudite a la parole. Merci de nous avoir présenté, merci de nous avoir invités. Je remercie l'UNICEF et l'OMS, comme vous l'avez dit. L'Arabie saoudite est devenue le 3e pays à imposer ces taxes. En juin 2017, se forme droit d'excise sur les boissons gazeuses et les gazons énergétiques conçus en Arabie saoudite avec un droit forfaitaire, 100% pour les boissons énergétiques et 40% pour les boissons sucrées. En 2018, nous avons mis en œuvre la taxe pour les boissons sucrées et sur toutes les boissons sucrées, à savoir 50% également. Nous avons donc choisi une conception différente. En Arabie saoudite, nous avons un tarif unique. Très bien. Donc, c'est un niveau de taxe très élevé. Donc, j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez réussi cela. Nous allons maintenant passer à l'Afrique du Sud par le biais de Paul Legoté qui va nous parler de ce genre de taxes en Afrique du Sud. Merci Nina, je remercie l'OMS et l'UNICEF de m'avoir invité pour partager mon expérience. Nous mettons en place cette taxe depuis 2018. Cette taxe sur la promotion de la santé
est appliqué aux boissons de plus de 2,5 grammes de sucre et 4 grammes de sucre, à savoir 11% du prix des boissons les plus bues en Afrique du Sud. Dans cette conception, nous avons exempté également les jus de fruits et les produits laitiers et de thé. Temporairement, ces produits ont été exclus de la première phase. Toutefois, la taxe se penche sur les poudres et les concentrés liquides de ces produits. Nous calculons ensuite cela par le volume total de ces boissons. La taxe a augmenté l'année suivante, en 2019, et on est passé à 2,21 grammes de sucre. Nous voulions au départ taxer chaque gramme de sucre, mais par le biais de consultations, nous avons choisi un programme différent qui introduit des seuils et réduit les taux. Nous désirions 20% de taxes, mais nous avons accepté ces 11%. Je vous remercie. Merci, Mpo. Je voudrais revenir sur le travail qui a été fait, car cela est riche en informations. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez évoqué le fait que cette taxe s'appelle la taxe de la promotion de la santé. C'est subtil. Toutefois, cela possède une force importante, car nous savons tous ce qu'il se passe lorsque on dit qu'on va imposer davantage de taxes. Mais vous avez mis l'accent sur la promotion de la santé et je crois que c'est une excellente idée. Est-ce que vous pouvez revenir sur cela, s'il vous plaît? Oui, comme je l'ai dit, au départ, l'idée d'utiliser des instruments fiscaux était importante sur les questions sanitaires. Nous voulions communiquer réellement ce message sur la promotion de la santé. Le texte que nous avons introduit était donc conçu pour mettre l'accent sur une perspective sanitaire. Et notamment pour commencer par les boissons édulcorées. Donc, c'est pour cela que nous avons vraiment insisté sur le nom de la taxe sur la promotion de la santé. On peut donc avoir d'autres taxes sous ce nom de taxe de la promotion de la santé. Cela pourrait couvrir d'autres choses sous ce même nom. Merci. Donc, vous ne faites que commencer, si je comprends bien, en Afrique du Sud. Enfin, je voudrais revenir au Koweït, Dr Nawal, où en juin 2020, on vient de lancer la taxe dans ce domaine. J'attends avec intérêt votre commentaire. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de pouvoir participer à votre webinaire. Alors, nous avons signé auprès du Conseil du Golfe, de coopération du Golfe, le texte qui impose la taxe sur les biens qui sont considérés comme étant nuisibles à la santé humaine. Et il s'agit d'un droit d'assise et cela a été mis en place le 16 novembre, mais en décembre 2019 au Koweït, et cela est entré en vigueur. Il s'agit de 20% sur les boissons et 100% sur les boissons énergétiques. À l'heure actuelle, nous essayons de mettre en place 2 phases. La première étape
d'avoir une valeur unifiée qui impose une taxe de 50% sur le prix au détail. La deuxième étape, qui viendra plus tard, sera d'imposer cette taxe en fonction de la teneur de sucre. Et nous en sommes presque à cet état. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour ces remarques. Simplement pour surligner le fait que les approches sont très différentes selon les pays. Nous apprenons beaucoup de ces expériences. J'aimerais à présent en savoir davantage sur le parcours. Je vais commencer avec vous, Dr. Faisal. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont l'Arabie saoudite a réussi à mettre en œuvre ces mesures à l'ordre du jour? Et y a-t-il eu un tournant pour ces actions-là? Quel a été le moment charnière? Merci beaucoup. Oui, alors tout d'abord, tout le monde, à l'OMS par exemple, a recommandé une forme ou une autre de taxe sur les produits à forte teneur en sucre ou en graisse, et cela pour améliorer la santé de la population. Donc, c'est là le point de départ en Arabie saoudite et dans d'autres pays également, comme l'a mentionné Dr Nawal. Nous connaissons l'obésité comme étant un problème ici. Alors, comment pouvons-nous y faire face? Nous avons besoin d'outils pour répondre à ce problème. De plus, en 2013, le ministère de la Santé a publié un sondage, les résultats d'un sondage qui montrait que l'on connaissait un taux de 59,4% lié à l'obésité. Et nous avons également une prévalence des maladies non transmissibles. En 2016, les MNT représentent 73% des maladies. Alors, c'est un nombre très élevé. Par ailleurs, comme l'a dit le professeur Franco au début de ce webinaire, il y a un effet positif si nous réussissons à mettre en œuvre une taxe sur les produits à forte teneur en sucre, en graisse et en sel. Alors pourquoi cibler certains produits? Eh bien, d'après des études publiées en 2019, l'Arabie saoudite est le 4e plus grand consommateur de boissons sucrées. Donc, si l'on regarde toutes les données, je pense que nous avons besoin, en tant que pays, d'imposer des mesures pour lutter contre la prévalence de l'obésité et des MNT. Donc, c'est pour cela que les taxes ont été imposées en Arabie saoudite et dans d'autres pays également. Merci beaucoup. Vous savez, je travaille également dans le secteur du tabac et nous connaissons les répercussions, les conséquences des taxes sur le tabac et nous savons quelles sont les taxes les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac. Et donc, il peut en être de même pour les boissons sucrées, les produits à forte teneur en sucre. Mais les mesures à mettre en place ne sont pas les mêmes, car les produits ne sont pas les mêmes, il y a une demande différente. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que l'on peut s'inspirer des mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la consommation de tabac. Nous avons également une taxe de 100% sur les produits liés au tabac. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir sur le parcours qu'ils ont suivi pour mettre en œuvre les mesures, quels ont été les tournants? Alors, de notre côté, nous sommes partis du département de la santé. Nous avons un plan stratégique pour la prévention et la
le contrôle des MNT et la stratégie devait durer jusqu'en 2017. Cette stratégie met en lumière les risques qui ont contribué au haut taux de MNT en Afrique du Sud. À l'époque, lorsque l'on regardait les taux de mortalité et les causes de mortalité, les MNT étaient les premières causes de mortalité en Afrique du Sud. Et c'est pour cela que nous avons cherché des stratégies pour lutter également contre les MNT. Alors, il s'agissait pour nous de déterminer quels produits avaient une forte teneur en sucre, aux côtés des produits à forte teneur en sucre, en sel, pardon, et en sel. Mais donc, les produits à forte teneur en sucre étaient nombreux et donc il fallait une mesure fiscale pour riposter. Ce que nous avons fait, c'est d'avoir une stratégie, d'utiliser la stratégie de prévention et de contrôle de l'obésité. Nous avons lutté là contre l'obésité et d'un point de vue gouvernemental, nous avons cherché à lutter contre ce problème. Et il s'agissait d'utiliser des mesures fiscales pour répondre à ces problèmes, en particulier pour répondre aux problèmes liés à l'alimentation et aux problèmes liés à l'obésité. Donc, nous avons échangé avec le ministère de la Santé, ce en 2015. Le ministère de la Santé ne peut pas mettre en œuvre des mesures fiscales. Donc, c'est pour cela que nous avons échangé avec eux pour pouvoir les mettre en œuvre. Nous avons également des personnes de la communauté académique, universitaire, qui ont rédigé des articles sur le sujet. En Afrique du Sud, si vous regardez le pays, c'est l'un des pays qui connaît un fort taux d'obésité et l'un des pays qui connaît le plus haut taux d'obésité, l'un des plus hauts taux d'obésité en Afrique subsaharienne. Donc, le premier pas était de mettre une taxe sur les produits à forte teneur en sucre, comme cela a été décrit dans un document du ministère de la Santé. Et ensuite, il a fallu donc mettre en œuvre cette mesure au niveau national. Et à l'avenir, pour lutter contre les maladies non transmissibles, c'est important de mettre en œuvre ces mesures-là pour pouvoir avancer. Il faut bien commencer quelque part et nous avons commencé par les boissons édulcorées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Nawal, si vous pouviez intervenir. Vous avez mentionné la coopération entre les pays du Conseil de coopération du Golfe et je souhaitais savoir si vous pouviez nous en dire davantage. Il existe plusieurs communautés régionales dans le monde et cela pourrait les intéresser de savoir ce que vous avez fait au sein du Conseil de coopération du Golfe. Oui, tout à fait. Alors, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous avions des mesures différentes entre les pays. L'Arabie saoudite a commencé, puis ensuite on suivi d'autres pays. Nous avons reconnu le problème de l'obésité. La population est plutôt sédentaire. Et donc, nous avons mis du temps à mettre en œuvre des politiques, des stratégies, en nous basant sur les recherches de l'OMS notamment. Alors, ce que nous avons fait, c'est nous concentrer sur les élèves de l'école, car nous nous sommes rendus compte que les boissons édulcorées sont beaucoup consommées par les jeunes élèves. Les élèves ne boivent plus de lait, mais ils boivent des boissons édulcorées.
Et donc, nous avons essayé de mettre en œuvre des stratégies de taxes. Lorsque nous avons vu que cela mettait du temps, nous avons travaillé avec le secteur privé. Il n'existe que 6 entreprises qui produisent des jus sucrés. Et donc, nous avons cherché à les instruire et nous avons essayé de leur montrer quel était l'avantage de réduire la teneur en sucre dans les boissons. Et nous avons véritablement réussi. Bien avant la mesure fiscale, nous avons fait d'abord cela. Et donc, c'est un défi important. Ce n'est pas facile à réaliser. La taxe n'est pas encore mise en œuvre au Koweït, mais pour parler de la coopération avec le secteur privé, cela a été très utile de coopérer. C'est vraiment important. Merci. Merci beaucoup. C'est une très bonne transition vers notre prochaine question. Je vois qu'il y a des mains levées et Arantxa, je vois que vous aviez la main levée, alors vous allez peut-être pouvoir répondre. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés lors de l'adoption de ces mesures au Mexique? L'industrie s'est opposée à ces mesures. Et alors, comment est-ce que les autres pays pourraient s'y préparer? Nous voyons que l'industrie utilise les mêmes arguments à travers les pays. Il s'agit d'emplois, de taxes régressives qui n'aident pas à lutter contre l'obésité. Donc, nous apportons davantage de preuves pour contrer ces arguments. Mais avant de parler des preuves, j'aimerais que vous nous parliez d'où venait l'opposition, quels étaient les arguments présentés et comment y avez-vous répondu? Merci beaucoup. Nous avons une industrie qui est très puissante dans notre pays. Je me souviens, le Mexique était l'un des principaux consommateurs. L'un des arguments était que la consommation de boissons sucrées n'était pas responsable de l'obésité. Donc, c'était là l'un des arguments présentés par l'opposition. Mais pour revenir à ce qui a été dit pour l'Afrique du Sud, le ministère de la Santé ne soutenait pas la taxe. Nous ne savions pas qu'une taxe serait mise en œuvre. Mais au Mexique, nous avions un partenariat stratégique. Nous avions des organisations de défense qui sensibilisaient le public. Nous avions des organisations qui convainquaient les membres du Parlement. Nous avions des spécialistes qui cherchaient des données pour prouver que la consommation de sucre était liée à l'obésité. Ce qui est intéressant, c'est que le Mexique avait besoin de revenus. Et donc, la proposition de mettre en œuvre une taxe est venue du gouvernement. Donc, cette taxe de 10% d'un peso était solide car elle venait du gouvernement. Et nous ne nous y attendons pas. C'était un nouveau Parlement, un nouveau gouvernement. Les preuves étaient nombreuses. L'on s'attendait à une rentrée d'argent. Donc, je pense que tous ces facteurs ont contribué à la situation que nous avons actuellement. Alors, rapidement, une remarque supplémentaire. Le gouvernement a élaboré la taxe pour lutter contre l'épidémie d'obésité, mais ce n'est peut-être pas une bonne chose, car alors l'industrie répond qu'il n'existe pas de preuves pour lutter contre l'obésité, qu'il faut des mesures globales pour lutter contre l'obésité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Arantxa. C'est très important de savoir comment nous parlons de cette taxe. Je ne sais pas si ici, parmi nous, l'on s'attend à ce qu'une taxe lutte contre l'obésité. Cela doit faire partie d'un train de mesure. Mais c'est un rappel
de la manière dont nous abordons ces taxes. J'aimerais continuer sur ce sujet de l'opposition. Dr Faisal et Maria Jao, si vous souhaitez intervenir, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, Dr Nawal, vous avez parlé du comportement dans l'industrie concernant la réduction du sucre, mais vous allez être surpris. Il y a ici une compétition sur le marché concernant la réduction du sucre. Par exemple, aujourd'hui, nous recevons un grand nombre de demandes pour corriger les revendications de réduction du sucre. Les boissons sucrées, une fois qu'il y a un label dessus, on ne peut plus y appliquer de taxes. Donc, nous recevons beaucoup de demandes ici. Et donc, il faut que nous nous assurions que les critères soient respectés. Si vous allez dans un magasin ici, la plupart des boissons sucrées ont un label, une étiquette qui indique qu'il n'y a pas de sucre ajouté dans les boissons. Alors, pour revenir à ce que Dr Arantxa disait, pour ce qui est de la mise en œuvre de la taxe, il y a une manière de convaincre l'industrie. L'obésité ne disparaîtra pas en une seconde. C'est un combat de long terme et qui sera différent dans tous les pays. Dans tous les pays, ce sera un combat de long terme. Donc voilà, quelques remarques. Dr Maria, pardon, j'empiète sur votre temps de parole. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, je peux vous parler de mon expérience au Portugal. Nous avons rencontré une opposition de l'industrie alimentaire. Nous avons élaboré une stratégie de communication pour sensibiliser le public et pour obtenir le soutien du public pour ces mesures. Notre approche principale est similaire à celle de l'Afrique du Sud. Nous avons une taxe qui pourra influencer le comportement de consommation et qui pourra influencer le comportement des groupes les plus vulnérables, tels que les enfants ou les adolescents. Dans cette stratégie de communication, depuis le début, nous avons indiqué que les taxes se permettront de financer le département de la santé. Et c'est très important de dire cela pour obtenir le soutien du public. Je pense d'ailleurs que nous avons obtenu de bons résultats en mettant en œuvre cette approche, car en 2019, un sondage a été mené au Portugal pour comprendre quelle était l'opinion du public concernant ce type de mesures, des mesures qui visent à promouvoir une alimentation saine. Et en particulier, par rapport à cette mesure-là, 85% de la population approuvait cette taxe. Et je pense que c'est un résultat très important. De plus, 48% de la population considère que cette taxe doit être étendue et que cette taxe doit couvrir d'autres aliments. Donc, ces résultats-là et le soutien du public ont été très importants pour que nous puissions faire face à l'opposition de l'industrie alimentaire. Merci beaucoup, Maria. C'est fascinant. 85%, c'est un taux très élevé. Et cela rejoint l'expérience que nous avons connue dans notre programme. Si l'on prend le temps d'instruire la population sur la dangerosité d'un produit et sur les solutions qui existent, sur la responsabilité du gouvernement, c'est là que le public nous
nous rejoint. Et c'est là que l'on a des hauts taux de soutien de la population. Donc, c'est au gouvernement il faut mener ce type de sondage pour savoir que l'on a ce soutien-là et pour pouvoir ensuite mettre en œuvre les politiques. Donc, je pense que c'est très encourageant de voir que le public comprend et soutient les mesures. Alors, je vois que plusieurs mains sont levées, mais si cela vous va, Dr Nawal, nous allons passer à la suite. J'aimerais que pendant quelques minutes, nous parlions des conséquences. Je vois quelques questions dans le chat sur l'impact de la taxe au Mexique qui n'aurait pas réduit la consommation. Et j'aimerais que l'on y réponde, car d'après ce que j'ai compris, le Mexique a l'évaluation la plus exhaustive, la plus complète sur la consommation de boissons sucrées, édulcorées. Et j'aimerais que l'on parle des conséquences sur l'économie, sur les emplois, et que l'on parle de la régressivité. Est-ce que vous pourriez nous faire quelques remarques sur les données au Mexique? Quelle est la situation? Et ensuite, nous passerons à MFO. Merci beaucoup. Oui, alors, nous avons de nombreuses études au Mexique qui montrent qu'il y a eu une réduction de l'achat de boissons édulcorées. Donc, tout d'abord, nous avions une réduction de 6% la première année, de 10% la deuxième année. Donc, nous avions une réduction moyenne de 7,5%. Donc, cela a eu des conséquences. Mais les ménages à faible revenu ont connu également une réduction de la consommation. Et les ménages à faible revenu ont connu la plus grande réduction de consommation. Et c'est une bonne chose, car cela montre que la taxe n'est pas régressive et que cela n'a pas modifié les dépenses des ménages. Nous avons également vu qu'il y avait une augmentation de la consommation de l'eau, ce qui est un bon substitut. Mais nous n'avons pas les chiffres, mais nous savons que la population consomme davantage d'eau. Nous avons également vu qu'il n'y avait pas de conséquences sur l'emploi. Pour les deux taxes mises en œuvre, il n'y a pas eu de conséquences sur l'industrie des boissons, sur l'emploi en général et sur les magasins, car certains magasins avaient peur d'engendrer des pertes à cause de cette taxe, mais cela n'a pas été le cas. Donc, d'autres pays peuvent utiliser ces informations. Peut-être que les conséquences sur l'emploi seront différentes dans d'autres pays. Mais les industries, les fabricants produisent eux-mêmes les substituts, donc ils n'engendrent pas de pertes. Ils peuvent également vendre de l'eau et d'autres boissons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce sont de très bonnes données du Mexique et j'encourage les participants à y jeter un œil. Alors, Mfo, pourriez-vous nous en dire davantage sur la taxe, sur les conséquences de la taxe en Afrique du Sud? Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, la mise en œuvre de cette taxe, les résultats que nous avons obtenus nous ont été donnés par des universités. Une étude a montré que les prix des produits taxés ont augmenté
par rapport au prix des produits qui étaient exemptés de cette taxe. Et pour ce qui est de la consommation et des changements de consommation des boissons taxées, on a observé que les ménages à faible revenu ont réduit leur consommation de produits taxés et ont donc réduit leur consommation de sucre, car les prix relatifs avaient changé. Un autre problème, lorsque la taxe a été mise en œuvre, l'industrie a davantage mis en avant les produits qui n'étaient pas taxés, tels que les boissons sans sucre. La taille des produits a augmenté, les prix étaient moins élevés que ceux des produits taxés. Donc, l'on a vu là un changement de consommation. D'un point de vue gouvernemental, nous avons pu évaluer les conséquences, mais nous avons vu également que les revenus ont baissé pour ces produits taxés. Donc, il y a une révolution sur le marché et je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'évaluer la situation pour voir ce qu'il en est de la consommation. Mais nous voyons que les bénéfices de ces produits taxés ont baissé. Merci. Merci beaucoup, Mpho. Maria Jao, nous avons parlé des données, des preuves concernant les produits en Afrique du Sud. Qu'en est-il du Portugal? Merci beaucoup pour cette question. Alors, nous avons des données et pour ce qui est des conséquences de cette mesure fiscale, nous avons des résultats pour ce qui est des boissons sucrées. Nous savons qu'après la mise en œuvre de la taxe, en particulier entre 2017 et 2020, nous avons observé une baisse de 17% des ventes. Cela est lié à l'élasticité des prix et aux répercussions sur les prix de ces produits-là. Mais ce que nous avons observé vraiment, c'est la réduction de la teneur en sucre de ces boissons, des boissons qui étaient concernées par cette taxe. Et les boissons qui n'étaient pas taxées, ont augmenté. Pour ce qui est de la première année, nous avons estimé que 5000 tonnes de sucre avaient été consommées en moins. Durant la première évaluation des conséquences de cette taxe, nous avons également vu qu'il était possible d'analyser les conséquences sur la santé de la population. Et cela a été possible dès la première année de l'implémentation de la taxe. D'après l'OMS, nous
Nous devrions réduire la consommation de sucre au Portugal. Et cette réduction devrait se faire d'année en année. Donc voilà pour les résultats que nous avons concernant cette mesure fiscale. Très bien, merci Maria. C'est aussi très optimiste comme image qu'on a du Portugal. J'aimerais maintenant mener la discussion vers des conseils et des orientations aux pays qui pourront nous écouter et qui cherchent une aspiration et qui ont participé au processus de politique de taxe. Quelles sont les étapes les plus importantes que vous ayez pu prendre et que vous recommanderiez à d'autres pays qui cherchent à qui veulent introduire cette taxe? Dr Nawal. Oui, merci. Nina, je dirais avant tout qu'il y a eu des résultats extraordinaires au Portugal et au Mexique. C'est merveilleux. Et c'est ce que je dis aux personnalités politiques, ce que je recommande aux pays, c'est d'utiliser les données disponibles et de regarder comment cela a eu des effets sur la population. Maria a parlé de 5000 tonnes de sucre qui n'ont pas été consommées. C'est vraiment ce qu'on recherche pour que les populations changent leur comportement dans la consommation des boissons édulcorées. Ce n'est pas tout, mais c'est un point de départ. Je crois que c'est vraiment incroyable de voir de tels résultats et je recommande donc à ces pays de regarder ce que les autres pays font. C'est formidable. Merci Nawal, merci infiniment. Avez-vous des conseils, Dr Faisal, pour les pays qui veulent faire la même chose? Merci Nina. Merci infiniment aux intervenants qui ont présenté les résultats. Je voudrais dire quelques mots sur les répercussions de l'Arabie saoudite. Est-ce que l'on peut imaginer que les volumes de vente ont diminué sur ces produits de 35% depuis cette taxe en Arabie saoudite? Ce sont des chiffres impressionnants par rapport à d'autres pays. Nous avons la chute de vente la plus élevée. En tant que décideur ou en tant que législateur, la politique doit être mue par le public pour obtenir les méthodes et la conformité la plus élevée. Nous travaillons, le gouvernement travaille au nom du consommateur, au nom du public. Toutefois, l'agroalimentaire a d'autres opinions en ce qui concerne la santé. Mais au final, si la politique est mue par la demande du public, alors je pense que le défi sera donc de ce passage. Donc, encore une fois, c'est le public qui doit être à l'origine de ces décisions. Je parle de politique de nutrition. Au final, ces politiques nutritives sont un vrai défi pour l'agroalimentaire, pour l'industrie agroalimentaire, mais il faut œuvrer de concert, il faut coopérer avec l'industrie agroalimentaire pour pouvoir arriver à de bons résultats. Et bien sûr, le mieux, c'est d'avoir une politique qui soit mue par la demande du public. Encore une fois, merci. Merci, Dr Faisal. Nous vous rejoignons complètement en ce qui concerne les pays qui ont des experts et des plaidoyers en nutrition. Ils passent beaucoup de temps sur ces campagnes de nutrition. Il est formidable de voir ce que c'est avant de commencer une campagne de communication. Ils commencent par des enquêtes pour savoir ce que le public estime être correct. Et on peut obtenir des changements de mentalité suite à des campagnes de sensibilisation. Et la croissance en sensibilisation est vraiment très importante. Donc, c'est encore une fois très important de faire en sorte que le public accompagne ces mesures.
Bon, je vois que vous avez levé la main, donc je vais vous poser ma question suivante. Alors, maintenant que vous savez tout ce que vous savez, si vous pouviez remonter le temps et reconcevoir la taxe en Afrique du Sud différemment, que feriez-vous? Eh bien, quand je me penche sur l'appui reçu de la société civile, des professionnels de la santé pour obtenir, donc pour parvenir à la promotion de la santé, eh bien, je crois qu'on aurait pu faire mieux si on avait inclus les fruits et les jus de fruits, car pendant cette discussion, eh bien, il y a eu des questions pour équilibrer les craintes vis-à-vis des emplois. Mais je crois qu'on aurait pu faire mieux de ce côté-là pour pouvoir augmenter le champ d'application de la taxe par rapport à aujourd'hui. Je crois que ce serait le seul point. Mais en ce qui concerne l'appui de la société civile des universitaires, eh bien, cela a été remarquable. Les décideurs, à mon avis, ont énormément participé et c'est aussi la première fois, à mon avis, que autant de l'opinion publique a été mobilisée pour un texte de loi. Le soutien que nous avons reçu a été extraordinaire, mais peut-être aurions-nous pu faire mieux de ce côté-là. Merci, Impo. C'était très utile. Y a-t-il d'autres commentaires avant de passer aux questions-réponses? Oui, très rapidement. L'un des défis auxquels s'est heurté le Mexique, et nous nous battons toujours dans ce sens-là, c'est que les recettes ne sont pas fléchées. Donc, nous avons reçu un soutien du public en 2013 avec 70% d'appui du public vis-à-vis de ces taxes. Si les revenus et les recettes pouvaient être investis en eau potable ou en investissement scolaire. Donc, nous savons que cela permet d'obtenir un soutien et c'est difficile. Le gouvernement ne souhaite pas avoir de taxes et refuse le fléchage. Donc, ces taxes sont relativement modestes. Elles ont été présentées par le gouvernement, mais nous pensons que ces taxes devraient doubler. Cette conception, à mon avis, de volume métrique convient au Mexique. Donc, les gens recherchent des boissons moins coûteuses, mais nous pourrions ajouter un droit d'assise, par exemple, à cette taxe, car le message est qu'il n'est pas bon de boire ces boissons. Donc, une taxe d'assises devrait être intéressante. Il faudrait peut-être penser à la façon de promouvoir ces campagnes pour la santé. Oui, des commentaires excellents, effectivement. Il faut faire la promotion d'alimentation saine et mettre en place des fléchages pour ces taxes. Mais souvent, le ministère de la Finance et de l'économie n'aime pas ces méthodes. Donc, au Trésor, c'est également le cas. C'est notre expérience. Donc, c'est peut-être l'étape suivante, c'est de faire pression pour qu'il y ait un fléchage de ces recettes. Il y a un certain nombre de questions qui viennent du public. Donc, nous allons passer quelques minutes à nous pencher sur ces questions. Mais je voudrais, avant cela, donner la parole à M. Franco pour revenir sur ses réflexions. Il y avait une question dans la boîte de dialogue qui se penchait sur la taxe idéale. À quel niveau doit-elle se situer? Merci, c'est une bonne occasion, effectivement. Je voudrais répondre à cela en
répondre, en revenant à la question que vous avez posée au départ, ces taxes ont différents objectifs et réalisent ce pourquoi ils sont conçus. La conception de cette taxe a des répercussions sur son efficacité. La conception n'est pas simple. Il faut que ce soit des spécialistes qui se penchent sur cela en collaboration étroite avec les ministères. Comme l'a dit Mpo, à juste titre, les ministères de la santé ne sont pas souvent chargés de taxes. Donc, quand je parle avec la communauté de la santé publique, il s'agit de taxes sur la santé publique, mais ce sont des spécialistes des finances qui doivent concevoir une taxe de façon constructive. Bien sûr, la conception de taxes implique quels sont les produits qui vont être taxés, quelle est la structure qui sera choisie, le taux de taxe, bien sûr, comme vous l'avez dit. Et je crois que c'est une bonne occasion pour démystifier cela, car dans la chat, on a parlé de 20% recommandés par l'OMS. C'est faux. L'OMS n'offre pas de chiffres particuliers sur le niveau de taxes, mais ce qui importe grandement, c'est que ces taxes doivent être suffisamment importantes pour avoir des répercussions dignes de ce nom sur la consommation ou autres produits taxés. Donc, ces 20% proviennent d'études de modélisation faites par le passé et ce sont des indications très vastes sur la façon dont les taxes doivent être placées sur certains produits, mais ce n'est pas une directive, aucunement. Donc, des taxes à différents niveaux ont été établies en Arabie Saoudite, par exemple. Cela peut avoir des répercussions très positives sur la consommation du public. Toutefois, il faut commencer quelque part. Donc, des petites taxes valent mieux que rien du tout. Donc, voilà autant de points qui doivent être négociés par les différents ministères en coopération. Cette conception de taxes est importante. Il faut réellement étudier de très près cette question. Merci infiniment, Franco. Poursuivons maintenant par les questions sur la définition. Alors, une question porte sur la définition d'une boisson édulcorée, SSB. Le Mexique a aussi une taxe pour les nourriture malsaine. Est-ce que, Arantxa, vous avez quelque chose à indiquer? Oui, cette définition des boissons édulcorées. L'interprète regrette mauvaise connectivité. La taxe sur les aliments comprend tous les aliments qui ont 275 calories. Cela comprend les bonbons, les viennoiseries, le ministère de la Finance possède une liste d'aliments de base qui ne doivent pas être taxés. Bien. Y a-t-il de commentaires? Pouvez-vous intervenir? Car je me souviens qu'au départ, l'Afrique du Sud a lancé une discussion sur les boissons sucrées et on s'interrogeait sur les jus de fruits et au final, cela n'a pas été inclus. Donc, j'aimerais savoir comment l'Afrique du Sud a défini ces questions
Et quelles sont les questions qui ont été soulevées dans cette définition? Alors, il s'agit d'une taxe qui couvre tous les boissons non alcoolisées, à moins que cette boisson soit à 100% un jus de fruits ou un produit laitier ou un thé sucré. Si on a 99% de jus, alors cette taxe s'applique parce que ce n'est pas à 100%. Alors, l'un des problèmes auxquels nous avons été confrontés, c'est que dans cette discussion, s'il y a 100% de jus concentré avec un ajout de sucre, alors l'ajout de sucre est la seule portion à être taxée selon certains, mais nous avons dit que non. Nous devons faire une distinction entre le sucre qui provient du fruit dans le jus et les apports en sucre, les ajouts en sucre. Si ce n'est pas à 100% un jus de fruits, cela doit être couvert par le texte. Et ensuite, nous avons appliqué des seuils que j'ai indiqués précédemment. Donc, il s'agit de toutes les boissons non alcoolisées avec la teneur en sucre indiquée. Oui, Dr. Faisal ou Noal, n'hésitez pas à intervenir. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Mpo. Vous avez dit que vous alliez couvrir tous les produits. C'est ce que nous avons fait précisément en Arabie Saoudite. Effectivement, s'il y a un jus de fruits qui a une teneur infime en sucre, eh bien, c'est taxé quand même. Alors, nous essayons de contrôler le comportement de l'agroalimentaire. Ils ont ajouté des concentrés de fruits, par exemple. Ils appellent ça ici, par exemple, moi, mon thé n'a pas de sucre, hein, je vous rassure. Donc, alors, si c'est du jus de mangue, eh bien, on va marquer ça, on va étiqueter ça jus de mangue, mais derrière, quand vous lisez la teneur, il y a du concentré de mangue, d'ananas. Donc, ils utilisent ces concentrés pour sucrer le jus. Donc, pour nous, c'est considéré comme un apport, un ajout en sucre. Donc, c'est taxé. En Arabie Saoudite, je sais que c'est un système très dur de taxation, mais cela a pour but de protéger la santé de l'être humain. Donc, toutes les boissons qui sont sucrées sont assujetties à la taxe. En ce qui concerne le lait, les boissons à but diététique spécial, eh bien, cela sera exclu de la taxe. Merci infiniment. C'est très intéressant de voir comment l'utilisation de concentrés se déroule. Eh bien, c'est exactement une question qu'il faudra se poser à l'avenir. Du point de vue du métabolisme humain, on ne sait pas, on ne peut pas faire la différence. Il s'agit de sucre provenant d'un Coca-Cola ou d'un jus de fruits. Donc, le métabolisme traite cela de façon très semblable. C'est donc là un sujet très complexe qui doit être nuancé. Il faudra vraiment éduquer le public. Pourquoi le jus d'orange du matin est nuisible, mais je crois qu'on pourra arriver à nuancer cela. Dr. Nawal, quelle est l'expérience du Koweït à ce sujet? Eh bien, effectivement,
Il y a un éventail de boissons auxquelles on a ajouté du sucre, qu'il s'agisse de concentré, de gel ou autre. Il y a différents parfums ajoutés aussi aux boissons. Tout cela donne lieu à l'ajout de taxes chez nous. Merci. Je voudrais passer à ma question suivante, issue du public. En matière de santé, le seul argument que l'on puisse dire, c'est de se demander si une taxe est une bonne façon de traiter le problème. Y a-t-il des commentaires? Pourriez-vous répéter la question? Eh bien, lorsque l'on prône une taxe sur les nourritures malsaines, est-ce que c'est une bonne façon de traiter la question de la bonne santé? Eh bien, en ce qui concerne les boissons édulcorées, la question de la santé est essentielle du point de vue du Trésor. Si l'on désire lever des fonds pour financer un programme gouvernemental, eh bien, effectivement, il y a d'autres instruments plus adaptés à utiliser. Parce que ces boissons édulcorées n'arriveront pas à lever beaucoup de fonds. Donc, l'argument de la santé est primordial. Quand on se penche sur la façon dont est conçu ce texte de taxe, la taxe est conçue pour communiquer les motifs et la raison d'être de cette taxe. C'est pour cela que nous avons conçu une taxe pour cibler la teneur en sucre et communiquer ce message qui explique que la surconsommation de sucre est au cœur des inquiétudes du point de vue institutionnel, comme on l'a déjà dit, comme l'a dit Nina, du point de vue nutritif, cela est tout à fait nuisible à la santé. Donc, il faut vraiment communiquer la question de la santé dans la conception même de cette taxe. Merci, Mpo. Arantxa, un commentaire? Oui, je crois que ce qui est essentiel, c'est la communication, mais le fléchage est essentiel. Je crois vraiment que cela permet de pouvoir dire qu'on peut lever des recettes importantes, que ces recettes peuvent être utilisées pour rendre à la population ce qui est nécessaire pour des soins de santé. Dans notre cas, nous n'avons pas d'eau potable pour les écoles, etc. Donc, ces recettes sont très utiles et c'est ainsi que l'on peut obtenir le soutien du public. Dr Faisal, à vous. Oui, merci. La santé, c'est l'essentiel. Donc, je crois que on peut tirer profit de ces recettes issues de cette taxation afin de pouvoir réparer le système de santé. Donc, encore une fois, il s'agit de subventionner le système de santé ou reformuler ces produits. Mais bien sûr, la santé est la priorité. Et c'est essentiel que le gouvernement le fasse savoir. Mpo, j'ai vu votre main levée. Quand nous nous sommes penchés sur la mise en œuvre de cette taxe, on a parlé de fléchage. Du point de vue du Trésor, nous nous sommes engagés
que des fonds seraient disponibles au ministère de la Santé pour mettre en place d'autres programmes, mais sans vraiment prédéterminer ces fléchages. Puisque des fonds avaient été affectés au département de la Santé, il s'agissait de 15 millions de rentes par an, mais s'agissant des dépenses, cela n'a pas été très bon à ce jour. Donc, il conviendrait d'avoir un fléchage précis qui permettrait de tirer profit des 7 milliards collectés depuis 2 ans. On n'aurait pas besoin de dépenser donc ces fonds de 50 millions affectés chaque année. Donc, cela nous renforcerait les capacités. Ce sont donc des questions qui entrent en jeu dans le domaine du fléchage. Donc, selon la façon dont vous concevez cette taxe, et je crois que c'est l'expérience présentée par le Royaume-Uni, il y a des seuils indiqués et cela permet de faire des reformulations. Donc, vous avez un fléchage déjà fait sur les fonds qui vont être collectés et à partir de ces programmes, il y a donc des revenus et il y a aussi des manques à gagner en termes d'obligations. Donc, ça devient un problème. Donc, nous avons tenté de ne pas nous engager juridiquement vis-à-vis d'un instrument fiscal. Si le but est de réduire la teneur en sucre, eh bien, on peut s'imaginer que à terme, on aurait 0% de sucre. Donc, au final, votre programme devra trouver des fonds ailleurs. Donc, quand nous avons introduit cette taxe, nous sommes penchés sur la viabilité de ce financement. Voilà, cela peut créer des problèmes. Oui, ce sont des remarques tout à fait intéressantes. Merci, Mpo. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions et malheureusement, nous n'avons que très peu de temps. J'ai l'impression d'avoir juste gardé la surface. Donc, nous allons remercier les intervenants, mais aussi ceux qui ont posé les questions. Nous allons conclure, mais je voudrais rappeler que nous avons de plus en plus de données qui convergent sur la consommation en recul de sucre. Il y a de plus en plus de substituts utilisés qui sont meilleurs. Il ne semblerait pas qu'il y ait de perte d'emploi. Donc, c'est un panorama fort positif et je pense que notre public peut réellement se pencher sérieusement sur ces mesures gouvernementales. Donc, au sein de notre boîte à outils de politique, eh bien, les taxes sont celles qui offrent le plus de données avérées à ce stade. Je dirais même que, alors même que l'obésité, le surpoids, le diabète sévit, les taxes sont de mise. Donc, je vous remercie tous d'être intervenus, d'être restés avec nous. Merci Catherine, merci Nina pour cette modération excellente. Merci aux interprètes et merci notamment à Franco qui a fait la présentation liminaire. Et je voudrais revenir sur le fait que la taxe sur les boissons édulcorées a été utilisée dans bien des pays aujourd'hui, y compris certains qui ne sont pas représentés aujourd'hui. Je salue les représentants du Koweït, du Mexique, du Portugal, d'Afrique du Sud et d'Arabie Saoudite qui ont pris du temps dans leur emploi du temps chargé pour partager l'expérience de leur pays et présenter l'évaluation de ces taxes pour renforcer ces possibilités et qui sont acceptables pour la plupart des publics. Le Portugal a indiqué que 85% du public portugais appuie cette taxe. Donc, il est de plus en plus clair que les homologues
gouvernementaux doivent être au point en ce qui concerne les différentes possibilités et l'expérience de chaque pays qui a été partagée a montré que les taxes peuvent être une contre-mesure utile pour lutter contre l'obésité, notamment chez les enfants, et cela exige une action urgente. On a parlé des répercussions, mais j'ai peu de temps pour rentrer dans le détail. Je voudrais simplement dire encore une fois que nous devons veiller à la collaboration entre le ministère de la Santé et des Finances. Nous devons promouvoir des mesures, comme on l'a entendu d'Afrique du Sud, dans l'intérêt du public. Donc, n'oubliez pas que nous aurons un autre webinaire que Franco a mentionné au départ. Et il s'agit de la 6e séance dans une série de 8. La prochaine sera sur le marketing et l'étiquetage. Et au nom de Joe, de l'UNICEF et de l'OMS, nos collègues à l'OMS Euro qui ont organisé cette séance, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vais clore, comme Franco l'a dit, qu'il fallait vraiment inclure tout le monde dans la conception de cette taxe. Je vous remercie. Merci à tous. Have a great day ahead. Thank you so much, everyone. Really appreciate it. Thank you.